Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous trouver ici aujourd'hui pour ma toute première vidéo, j'ai nommé l'affaire Zavadski. Le premier personnage dont je vais vous parler, c'est le mari de l'histoire, Jean-Paul Zavadski. À l'époque des faits, en 1998, il a 39 ans. Il est mécanicien militaire sur les avions Transal et détient le grade de major. Il est fils de parents d'origine polonaise. Il fait du culturisme. Il est en excellente forme. C'est un grand gaillard d'1,90 m pour plus de 80 kg de muscles. Et il est en exercice sur la base de Brissy. La deuxième personne dont on va parler est Nicole Prévost de son nom de jeune fille, Nicole Zavadski de son nom de femme mariée. Elle est fille d'agriculteur, elle dira avoir eu une enfance terrible, détester ses parents et essayer de s'éloigner de sa famille. À la fin des années 70, elle va en boîte de nuit un jour et rencontre un beau jeune homme, Jean-Paul Zavadski. C'est le coup de foudre, son premier amour. Ils se côtoient, tombent amoureux et en 1980, ils se marient. En 1998, ils auront leur seule et unique fille. La troisième personne importante dans cette affaire, c'est le docteur Michel Trouillard-Perrault. Michel Trouillard-Perrault, il est fils de chirurgien. Il a une enfance somme toute banale. Il a fait ses études dans un institut privé nommé Les Bons Pères et en 1980, lui devient médecin de campagne à Orgères-en-Beauce. Sa volonté première dans la vie, c'est vraiment d'aider son prochain. Il sera même médecin volontaire auprès des pompiers. Et en 1994, demandera le divorce auprès de sa femme. Ils divorceront et elle quittera le foyer pour aller rejoindre ses filles à Tours. Mais qu'est-ce que c'est l'affaire Zavadski ? L'affaire Zavadski, elle a lieu en 1998, peu après que Jean-Paul soit revenu de mission du Gabon, en Afrique. Il va commencer à se sentir mal, il tombera très malade, ses amis s'inquiéteront, ils iront le voir, et son état vraiment sera alarmant. Ils diront qu'il avait les yeux injectés de sang, qu'il avait une posture voûtée, bref, ça ne lui ressemble pas et c'est très inquiétant, mais sa femme, elle, ne bronche pas, elle dit que c'est tout à fait normal, et le médecin, quand on lui pose quelques questions, répondra que Jean-Paul a juste trop tiré sur la carcasse quand il était en mission. Étrange. On parle d'un homme en excellente santé, qui fait du culturisme, qui a l'habitude de faire des efforts physiques, donc trop tirer sur la carcasse paraît un peu étrange. Et effectivement, ses amis trouvent ça étrange et ils ont raison, parce que 3 jours après leur venue, le 11 mars 1998, Nicole appellera la famille Zavadski pour leur annoncer le décès de leur fils, Jean-Paul, des suites de sa maladie attrapée au Gabon. Le médecin Michel Trouillard-Perrault signera le certificat de décès. La cause sera notée comme étant naturelle, cette maladie, mais elle n'est à aucun moment nommée et aucune explication claire n'est donnée. La mort aussi brutale de Jean-Paul interroge beaucoup son entourage, surtout que le comportement de sa femme est quelque peu étrange. Elle a refait faire la décoration intégrale de sa maison, elle a refait faire entièrement son jardin par des paysagistes, elle s'est acheté une voiture de luxe. Ça n'est pas preuve de culpabilité, mais cela semble étrange. D'où tire-t-elle cet argent ? Elle n'a pas de métier. Elle est femme au foyer, elle n'a pas de revenus, et la seule pension qu'elle tire de la mort de son mari ne serait pas suffisante pour lui payer tout ce qu'elle a dépensé. De plus, à la base aussi, on se pose des questions. Jean-Paul était vraiment en excellente forme. En un mois comme ça, c'est si brutal. Et le général Gérard Ponce, peu de temps après avoir parlé à Nicole et s'être rendu compte qu'elle lui avait menti, se pose donc beaucoup de questions. Il n'est sûr de rien, mais il va aller auprès de la gendarmerie demander l'ouverture d'une enquête, non pas pour homicide, car il n'y a pas assez de soupçons pour pouvoir demander une enquête pour homicide, mais il va dire qu'il a peur pour le reste des troupes au Gabon, vu que Jean-Paul revenait de ce voyage-là et qu'il aurait attrapé cette maladie là-bas. Il va demander à la gendarmerie d'enquêter afin de savoir si cette maladie est contagieuse ou pas, si elle existe bel et bien, et si oui, prendre des mesures nécessaires pour les troupes restées sur place.
Une enquête est donc ouverte, et la charge des enquêteurs va être de mettre sur ces rumeurs, ces intuitions et ces impressions des faits concrets. Ils se penchent alors sur le cas de Nicole, sur ses achats aussi, cette fameuse voiture de luxe qu'elle n'aurait pas pu s'acheter toute seule. D'où vient l'argent ? Eh bien cet argent il vient d'assurances, de 2 assurances plus précisément, et quand il contacte l'assurance pour savoir l'état financier de la famille, ce qu'il découvre est catastrophique. La famille avait plus de 500 000 francs de dette, leur maison était menacée de saisie, et étrangement, la date de cette potentielle mise en saisie de la maison coïncide avec le début de la maladie de Jean-Paul. On trouve donc ici un mobile financier à un potentiel crime. Les fades dettes de Nicole aussi interrogent. Le nombre de communications qu'elle a entre elle et son médecin, provenant de son téléphone sur le téléphone du médecin, est tout simplement astronomique. Elle l'appelle tout le temps, elle l'a même appelé 1 heure avant la rédaction du certificat de décès de son époux. C'est pour dire. Et ça interroge. Et tous ces faits mis ensemble sont suffisamment soupçonneux pour permettre au procureur de la République de l'époque de changer la qualification de l'enquête en enquête pour meurtre. Il devient donc alors vital de savoir de quoi est réellement mort le major. Cela pourrait très bien être naturel, effectivement. Il ne reste plus qu'à l'exhumer pour faire des tests et vérifier si oui ou non c'est bien une mort naturelle ou si alors c'est un homicide. Le 2 juin 1998, la gendarmerie va sur la tombe de Jean-Paul Zawadzki afin de l'exhumer. Mais petit problème, Nicole apparaît à ce moment pour aller fleurir la tombe de son époux. Elle ne comprend pas ce qui se passe, on est obligé alors de lui expliquer pourquoi on déterre son mari. On est obligé de l'informer qu'il y a désormais une enquête pour homicide. Et par peur qu'elle aille détruire des preuves, qu'elle s'enfuit, qu'elle prévienne son complice ou autre acte désespéré, ils vont décider de l'amener au commissariat pour l'interroger. Ils finissent aussi par convoquer le docteur Michel Trouillard-Perrault, qui n'est pas au courant de la présence de Nicole. Nicole, elle, n'est pas mise au courant de l'arrivée du médecin. Et le corps de Jean-Paul, lui, est emmené au laboratoire médico-légal de Paris et autopsié par le docteur Lecomte. Alors que l'autopsie a lieu, Michel Trouillard-Perrault est interrogé et est mis au courant de sa mise en garde à vue. Soit car il est un très mauvais médecin qui a laissé mourir son patient, et dans ce cas-là, c'est très grave, ou alors c'est un empoisonneur, et c'est tout aussi grave. Quand on lui apprend que l'autopsie est en train d'avoir lieu, Michel comprend qu'il est fichu. Il sait que des traces chimiques démontreront que la mort n'est pas naturelle, et il décide donc de se mettre à table. Et il va avouer que c'est lui qui a tué Jean-Paul, à base de cocktails médicamenteux qui, mis ensemble, deviennent poison, qu'il a fait ça sur un mois de février à mars 1998, et qu'il a fait ça pour les yeux de sa belle amante, Nicole. Pour comprendre les raisons de cet acte, il faut regarder quelle était la relation de Nicole et de Michel. Michel et Nicole se rencontrent 7 ans plus tôt, en tant que médecin et patiente. À cette époque-là, Nicole est angoissée, c'est la guerre du Golfe, son mari est en mission, il est très rarement présent et elle s'inquiète beaucoup. Elle ira plusieurs fois par semaine voir ce médecin et commencera à lui parler de sa vie. En tout cas, de sa vie avec des gros guillemets, parce que c'est la vie qu'elle réussira à lui faire croire qu'elle a eue. Parce que, nous le verrons plus tard, Nicole est une mythomane invétérée. Le médecin devient donc son confident, puis petit à petit il deviendra son amant. Et Nicole lui cache des choses, de ça il est sûr. Un jour, il va la trouver prostrée chez elle et elle va lui expliquer que son mari là-bas, qu'il l'agresse aussi sexuellement. Plus elle va avancer dans son histoire, plus elle donnera de détails. Ce n'est plus seulement son mari qui l'agresse sexuellement, mais aussi des amis de son mari. Puis, ce ne sont pas des simples agressions sexuelles, c'est filmé. Puis, ce n'est pas qu'elle qui subit ces affaires-là. Sa fille est aussi victime de violences de la part de son père. Le docteur sent alors qu'il a une responsabilité et veut sauver cette femme qu'il aime tant. Et puis, la petite fille de la famille devient quand même très proche de lui. Elle lui envoie des petits messages, elle lui demande de l'aide, elle lui donne un surnom, Toutouille. Il commence à faire petit à petit partie de la famille. D'ailleurs, il a régulièrement au téléphone la tante de Nicole, la tante Julie, qui elle aussi se dit inquiète de l'état de sa nièce. Et puis l'état de Nicole se détériore régulièrement dès que Jean-Paul revient. Elle est stressée, apeurée, et elle contacte très régulièrement le médecin, plusieurs fois par jour et par nuit, jusqu'à 30 fois par nuit.
la qualité du sommeil du médecin se détériore, il est moins efficace au travail, ses patients ne le reconnaissent plus, il n'est plus le médecin qu'il était avant. Bref, l'homme a changé. Et à chaque fois que Jean-Paul revient, c'est le même scénario. Nicole vient, se plaint, l'appelle continuellement. Puis la petite fille envoie des lettres et la tante Julie se dit très inquiète. Alors que les années passent, Nicole finit par porter plainte contre son mari pour coups et blessures, pour agression sexuelle aussi. Elle ira aussi demander le divorce. Mais toute cette paperasse traîne et elle a besoin d'aide. Alors le médecin ne trouvera qu'une seule solution, éliminer le mari de Nicole, Jean-Paul Savatsky. Et pour ce faire, il compte utiliser le chlorure de potassium afin d'avoir une mort rapide. Si on revient sur la mise à mort du major, ça commence quand il rentre du Gabon. Il va commencer à tousser, le 11 février 1998. Et là alors le piège se referme sur lui. Nicole va lui acheter du sirop pour la toux, elle versera dedans des somnifères, qui auraient dû assommer et rendre comateux n'importe quel être humain, mais pour Jean-Paul qui est dans une excellente condition physique, cela l'étourdit légèrement. Quand le médecin viendra pour lui faire la piqûre de chlorure de potassium et qu'il verra que le major n'est pas complètement inconscient, il aura peur et ne fera pas cette piqûre, il rentrera alors chez lui bredouille. Vu que ce fut un premier échec, il décida alors d'empoisonner Jean-Paul à la digitaline. Et le 14 février 1998, Jean-Paul est pris de diarrhée et de vomissement. Le médecin est alors appelé à son chevet et lui fera une piqûre afin de le remettre sur pied. Bon, bien sûr, on sait très bien ce qu'il y a dedans, il y a du chlorure de potassium. Ça devrait tuer Jean-Paul, mais Jean-Paul résiste. Jean-Paul, il est fort, il est en excellente forme, vraiment. Il a une santé physique incroyable et il ne meurt pas. Il ne va pas bien, certes, mais il est très loin d'être mort. Le médecin, fort de son deuxième échec, lui prescrira alors des pilules qui sont censées provoquer des problèmes cardiaques. Mais là encore, cela échoue. Jean-Paul, quand même en mauvaise santé, ira le 19 février 1998 demander sa permission. Alors qu'il va faire sa demande de permission, on lui proposera d'aller voir le médecin militaire, mais Jean-Paul refusera, disant que son médecin de famille s'en occupe déjà et que sa femme prend soin de lui, et qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Si seulement il savait. Parce que pendant ce temps, le médecin continue à empoisonner Jean-Paul. Et le 4 mars 1998, le médecin changera une quatrième et dernière fois la combinaison médicamenteuse qu'il donne à Jean-Paul. Et le 11 mars, Jean-Paul ne se sent vraiment pas bien, il va se coucher et il sombre dans un coma léger. Plus tard, le médecin viendra faire une piqûre d'insuline à Jean-Paul, et alors le major verra son coma devenir irréversible et décédera. Pendant son interrogatoire, Nicole ne dit pas grand-chose. Elle dira juste que, mais si, son mari allait beaucoup mieux. Le matin de son décès, il a même bien mangé. Sauf que l'autopsie est réalisée en même temps que les interrogatoires, et il est alors infirmé sa théorie. Jean-Paul allait tellement mal qu'il était comateux, il n'aurait pas pu être debout et encore moins se nourrir. Son état, le jour de son décès, méritait une hospitalisation d'urgence. Nicole est donc en train de mentir. Pareil, elle dit ne pas être au courant, puis elle dit être au courant, puis elle se rétracte. Sa version change sans arrêt. La maison de Nicole va alors être fouillée, tout comme le bureau et la maison du docteur. Chez Nicole, on retrouvera beaucoup de factures qui démontreront qu'effectivement, le couple n'allait vraiment pas bien financièrement. Et chez le médecin, on trouvera les fameux mots qu'envoyait la petite de la famille, avec ses petits surnoms, Toutouille et ses petits dessins. Et une expertise graphologique sera demandée et démontrera que la jeune fille n'a jamais fait ses papiers, mais que c'est sa mère, Nicole, qui a imité son style et son écriture pour manipuler le docteur. Et ça confirme quelque chose qu'on sait déjà depuis un moment. Nicole est menteuse presque compulsive. Nicole a menti sur toute sa vie, à tout le monde, sur tous les aspects de son existence. Elle racontera aux personnes avec qui elle travaillait à un moment donné que ses parents étaient décédés, alors que ses parents étaient parfaitement en vie, que son frère était mort en Italie, tué par la mafia alors qu'il enquêtait dessus. Son frère allait très bien. Elle a dit aussi avoir eu un cancer du sein, dont elle s'était remise, mais jamais elle n'a eu de cancer du sein. Elle disait aussi diriger, par exemple,
une maison de retraite alors qu'elle n'y était qu'aide-soignante. Ça fait beaucoup de mensonges. Et ça fait surtout beaucoup de choses que le docteur a cru alors que c'était faux. Parce que tous ces mensonges-là, lui, il y a cru. La seule qui n'était pas due devant cette histoire, c'est la fille de Nicole, qui enfoncera sa mère lors de son interrogatoire, disant que son père n'a jamais été violent, que la seule fois où il y a eu de la violence dans sa famille, c'est que c'était sa mère qui jetait des assiettes à travers la cuisine, son père pleurant dans un coin. Et elle dira aussi « Maman mentait tout le temps ». Quand on mettra le résultat de l'enquête en face de Nicole, elle dira que c'est faux et qu'elle était harcelée par le médecin alors qu'elle voulait remettre son couple sur pied. Les fadettes, les relevés téléphoniques, démontreront que c'est le contraire, parce que c'est elle qui a téléphoné plus de 373 fois en un mois au médecin, alors que le médecin ne lui a téléphoné que 8 fois dans le mois. C'est elle qui a harcelé le médecin et non l'inverse. Mais le médecin, revenons dessus. Est-ce qu'il n'était pas un petit peu crédule ? Des psychologues verront Nicole et ils diront qu'elle ment par nécessité. Ils qualifieront sa personnalité d'hystérico-perverse. Le médecin, quant à lui, il a été extrêmement naïf. Il n'a rien vérifié parce qu'il aimait Nicole. Mais quand il est observé par des psychologues, on ne note aucune pathologie. Il est on ne peut plus normal. Les psychologues diront même que sans Nicole, il n'aurait jamais commis ses actes. Mais bon, ça va dans les deux sens. Nicole, sans le médecin, n'avait aucunement la capacité de tuer son mari. Parce que visiblement, si elle s'y prenait par la force, il était bien plus fort qu'elle. Et maintenant, le procès. Le procès a lieu à partir du 20 juin 2001, et ce durant 3 jours, à la cour d'assises d'Orléans. Il est qualifié d'empoisonnement avec préméditation. Lors du procès, Michel ne change pas de version. Il plaide coupable. Effectivement, il a bien tué Jean-Paul, mais c'était pour sauver Nicole. Nicole, quant à elle, nie tout. Elle n'est au courant de rien, le médecin a tout fait sans son accord, elle ne savait rien, elle n'est qu'une pauvre victime malheureuse. Et le fait de ne pas assumer ses actes alors qu'on sait qu'elle a son mot à dire, qu'elle a eu son mot à dire dans cette affaire, ça passe pas très bien auprès des jurys. À tel point que ça va profiter à Michel, qui quand il est décrit par les témoins qui viendront à la barre, il sera décrit comme un très bon médecin, un très bon ami, un très bon père de famille, quelqu'un de bien. Les témoins qui parleront de Nicole diront qu'elle est menteuse, qu'elle est fausse, manipulatrice, bref, rien qui ne l'aide. Et ça va se ressentir, bien sûr, aux condamnations, vu que Michel va être condamné à 20 ans de réclusion criminelle et que Nicole va être condamnée à 25 ans de réclusion criminelle. La famille de Jean-Paul, elle, trouve que ce n'est pas juste. Ils considèrent qu'ils sont autant coupables l'un que l'autre et aimeraient que les deux aient la même peine. Mais bon. La justice française a décidé que Michel était légèrement moins coupable que Nicole. Nicole fera appel et le procès en appel aura lieu en 2004. Lors de ce procès, elle prendra 3 ans supplémentaires, donc 28 ans de réclusion criminelle. Michel, lui, restera à la même peine, c'est-à-dire 20 ans. Le docteur Michel Troyard-Perrault pourra donc sortir de prison en 2024 contre 2032 pour Nicole. On notera quand même qu'il a été radié de l'ordre des médecins et qu'il ne pourra plus exercer la médecine. Nicole, elle, on ne sait pas trop ce qu'elle fera en sortant. Mais moi, ce qui me fait beaucoup de peine, c'est la fille de la famille qui visiblement adorait son père, qui était, de ce qui ressort de l'enquête, très affectif envers sa fille. Je voulais signaler que ce n'est pas parce que vous croyez votre famille que vous ne pouvez pas être prudent. Quand on a proposé à Jean-Paul Zawadzki de consulter le médecin militaire et qu'il a dit non, on comprend aujourd'hui qu'il aurait sûrement dû dire oui, parce qu'alors on aurait compris que sa condition n'était absolument pas normale et que ce n'était pas une maladie mais un empoisonnement. Malheureusement, Jean-Paul a cru sa femme et son médecin. Il aurait peut-être dû accepter cette consultation médicale sur sa base et alors il aurait peut-être survécu. J'espère que cette histoire vous aura plu et intéressé. J'espère vous revoir pour les prochaines histoires qui arriveront rapidement, je l'espère. Je vous souhaite une bonne continuation. Des bisous!